As-tu la moindre idée de qui je suis? La question n'était pas forte, mais elle atterrit sur la nappe blanche entre eux avec la violence d'une porte claquée. Daniel Porter leva les yeux de son menu, le front plissé de confusion. La femme en face de lui était magnifique, vêtue d'une robe bleu marine simple, mais visiblement coûteuse. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière, en un chignon sévère mais élégant. Ses yeux, cependant, étaient des éclats de glace. « Je suis désolé », demanda Daniel, sa voix douce. « Je ne pense pas. Devrais-je » Un éclair de quelque chose, peut-être de l'incrédulité, peut-être de la colère, traversa le visage de la femme. Elle jeta un coup d'œil derrière lui vers une table d'angle, où un groupe d'hommes en costume impeccable échouaient à cacher leur rire derrière leurs mains. L'estomac de Daniel se serra. Il les reconnut. C'étaient les gars de la finance du 38e étage, ceux qui passaient toujours devant son chariot de ménage, comme s'il était invisible, lui et son chariot. L'un d'eux, un cadre arrogant nommé Gregory Pike, leva son téléphone, feignant de vérifier un message. La lumière rouge d'un enregistrement clignotait sur l'appareil photo. Et en cet instant déchirant, Daniel comprit. Ce n'était pas un rendez-vous, c'était une exécution. Le regard glacial de la femme se posa à nouveau sur lui. « Je suis Miranda Ellison », dit-elle, chaque mot précis et froid. « Je suis la directrice de l'information d'Ellison Financial, l'entreprise où vous, Monsieur Porter, êtes employé comme concierge. » Tout avait commencé 8 heures plus tôt par un mensonge. Daniel essuyait les portes vitrées du hall principal, l'odeur du polish au citron flottant dans l'air, lorsque Gregory Pike et ses amis l'avaient approché. C'était inhabituel. Il ne lui parlait jamais. « Porter », avait dit Gregory, un sourire prédateur sur le visage. « Grande soirée pour toi, mon gars. » Daniel s'était contenté de hocher la tête, continuant son travail. « Quelques-uns d'entre nous ont discuté », avait ajouté un autre homme. « Et on pense que t'es un bon gars. Tu travailles dur, tu restes discret, tu mérites une pause. » Gregory s'était appuyé contre le bureau de la réception. « Il y a une femme dans le département comptabilité, brillante, jolie, mais timide. Elle t'a remarqué et elle est intéressée. On s'est dit qu'on pourrait jouer les entremetteurs, un petit rendez-vous à l'aveugle. On paie. » Daniel avait arrêté d'essuyer. Il avait 34 ans. Sa vie, c'était sa fille de 7 ans, Laïa, et le rythme calme et prévisible de ses quarts de nuit. Les rendez-vous galants n'étaient pas seulement relégués au second plan, ils avaient été complètement expulsés de la cuisine. « Je ne pense pas », avait-il répondu poliment. « Mais merci. Allez », avait insisté Gregory, son sourire s'élargissant. « Tu ne te sens pas seul parfois ? L'étage, 20 ans. Une table pour 2 est déjà réservée. Ne fais pas attendre la dame. » Il avait dit non 3 fois de plus, mais ils étaient insistants, présentant cela comme une gentillesse qu'il serait impoli de refuser. Une graine d'idée, une qu'il n'avait pas permis de germer depuis des années, avait commencé à pousser. Peut-être que ça ne ferait pas de mal. Quand il était rentré chez lui ce soir-là dans leur petit appartement, Laïa était assise à la table de la cuisine, coloriant méticuleusement une image de licorne. Elle avait levé les yeux, ses yeux brillants, si semblables à ceux de sa mère, faisaient encore mal au cœur de Daniel. « Papa, tu as l'air nerveux », avait-elle dit avec la perspicacité troublante d'une enfant de 7 ans. Il avait réussi à esquisser un petit sourire. « Des gens du travail m'ont organisé une rencontre avec une nouvelle amie. » Le visage de Laïa s'était illuminé. « Une amie. Elle est jolie ? Je ne sais pas, ma chérie. Je ne l'ai pas encore rencontrée. Tu devrais y aller, avait-elle insisté, sautant de sa chaise. Elle courut vers son petit placard et en sortit sa seule belle chemise, une chemise gris foncé qu'il avait achetée pour les funérailles de sa femme et qu'il n'avait pas portée depuis. Mais celle-là, elle fait ressortir tes yeux comme le ciel. Son innocence fut le dernier élan dont il avait besoin. Pour elle, il voulait être plus qu'un simple concierge fatigué. Il voulait être un homme qui pouvait encore croire en de belles choses. De l'autre côté de la ville, dans un appartement en penthouse surplombant la ville, Miranda Ellison avait une conversation similaire, mais empreinte de suspicion. « Un rendez-vous à l'aveugle, Gregory ? Je n'ai pas le temps pour ça », avait-elle dit sans lever les yeux du rapport trimestriel sur sa tablette. Sa fille de 5 ans, Maya, était assise sur le sol à proximité, arrangeant des blocs en une tour parfaitement silencieuse. « C'est un match parfait. Miranda, » avait insisté Gregory au téléphone. « Un entrepreneur autodidacte, il a construit son entreprise de zéro, comme toi. Il est brillant, motivé, et il a spécifiquement demandé après toi, après avoir vu ton portrait dans Forbes. » Miranda avait soupiré. Cela faisait 1 an que son mari était parti. 1 an de travail écrasant, et de silence encore plus écrasant de la part de sa fille. Les spécialistes
disaient tous la même chose. Le traumatisme de l'abandon avait volé sa voix. Miranda ressentit une pointe familière de désespoir. Peut-être qu'une sortie était ce dont elle avait besoin. Un moment pour se sentir femme, pas seulement PDG et mère défaillante. « D'accord », avait-elle dit, la voix tranchante. « Un verre, c'est tout. » Alors qu'elle se préparait, son téléphone vibra à nouveau. C'était la babysitter, annulant à la dernière minute pour une urgence. Miranda fixa Maya, ses grands yeux expressifs qui disaient tout ce que sa bouche ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas la laisser. Mais elle ne supportait pas non plus l'idée d'une autre soirée enfermée dans leur appartement silencieux. Elle prit une décision. Elle emmènerait Maya avec elle. Ce n'était qu'un verre, après tout. Que pouvait-il arriver de mal ? De retour au restaurant, le monde bascula sur son axe. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté écœurante. La femme timide de la comptabilité, l'entrepreneur autodidacte. Tout n'était qu'un mensonge, une mise en scène cruelle et élaborée pour le divertissement de quelques hommes riches. Daniel sentit le sang se retirer de son visage. Il repoussa sa chaise, sa seule pensée étant de s'échapper. « Je devrais y aller. » Non. L'ordre de Miranda était calme, mais absolu. Ses yeux étaient fixés sur la table de Grégory, sa fureur une force palpable. « Vous allez vous asseoir, vous allez commander à dîner, et vous ne donnerez pas à ces pathétiques petits garçons la satisfaction. » À ce moment-là, une petite silhouette apparut aux côtés de Miranda. C'était sa fille, Maya, qui était assise à une petite table près de l'entrée avec une hôtesse. Avec elle se trouvait une autre petite fille aux yeux brillants et curieux. Laïa. La sœur de Daniel l'avait déposée, pensant que le rendez-vous touchait à sa fin. « Maman, j'ai faim » murmura Maya, mais aucun son ne sortit. Elle signa les mots avec ses mains, un geste si pratiqué qu'il était déchirant. Laïa, cependant, ne sembla pas le remarquer. Elle sourit largement à Maya. « Salut, je m'appelle Laïa. Ta maman est tellement jolie. Mon papa est beau, non ?» Le cœur de Daniel se brisa. Il regarda Miranda, une PDG qu'il n'avait vue que de loin, et vit non pas une titan de l'industrie, mais une mère avec une douleur qu'il comprenait trop bien. Il ramena lentement sa chaise à la table et s'assit. La blague n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Le serveur s'approcha de leur table, l'image même de l'ignorance forcée. « Bonsoir. Puis-je commencer par vous proposer quelque chose à boire ?» demanda-t-il, ses yeux évitant soigneusement les cadres ricanant dans le coin. Miranda ne le regarda pas. Son regard était toujours fixé sur la table de Gregory Pike, une promesse silencieuse de représailles. « Je prendrai une eau pétillante. » Et apportez 2 Shirley Temples pour les jeunes filles. Elle se tourna vers Daniel, sa voix un ordre discret. « Que souhaitez-vous, monsieur Porter ?» L'emploi de son nom de famille était un mur délibéré, un rappel de leur position. Il était un employé. Elle était sa patronne. Ce n'était pas un rendez-vous. « Juste de l'eau, ça ira », murmura Daniel, posant son menu sur la table. Il n'avait aucune intention de commander de la nourriture qu'il ne pouvait pas se permettre. Pas ici. Pas dans ces circonstances. Laïa, inconsciente de la tempête d'émotions adultes, balançait joyeusement ses jambes sur sa chaise. « Je peux avoir une cerise, papa ? Je peux en avoir 2 ? » « Bien sûr, ma chérie, » dit-il, forçant une chaleur dans sa voix qu'il ne ressentait pas. Les boissons arrivèrent, et le silence revint, lourd et suffocant. Daniel pouvait sentir les regards de la table de Grégory comme un poids physique. Ils attendaient à l'explosion, que Miranda le congédie avec une remarque cinglante, qu'il s'éclipse dans la honte. Mais elle ne fit rien de tel. Elle était assise avec une posture parfaite, une reine sur un champ de bataille, refusant de reconnaître la présence de l'ennemi. Ce fut Laïa qui finit par rompre le sortilège. Elle se pencha à travers la table vers Maya, sa voix un murmure complice. « Ma couleur préférée, c'est le scintillant. » « Et la tienne ?» Maya la regarda, ses grands yeux sombres pleins d'une intelligence qui semblait bien plus vieille que ses 5 ans. Elle ouvrit la bouche comme pour parler, un petit geste d'espoir, mais ses lèvres se refermèrent en une ligne ferme. Elle baissa les yeux sur ses mains, sur ses genoux. Une lueur de frustration traversa le visage de Maya. Elle prit une fourchette, ses jointures blanches, et regarda sa mère avec une expression suppliante. « Elle aime le bleu !» dit Miranda, sa voix plus douce maintenant. La froideur remplacée par une tristesse lasse et familière. « Et elle veut savoir si ta robe a des poches. » Laïa gloussa. « Oui, pour garder des secrets dedans. » Elle se tourna vers Maya. « C'est pas grave si tu ne veux pas parler. Parfois, je suis timide aussi. » Mais Daniel vit que ce n'était pas de la timidité. C'était une serrure, et quelque part au fond d'elle, Maya était la seule à avoir la clé. Il regarda une larme unique se former dans l'œil de la petite fille et tracer un chemin silencieux sur sa joue.
c'en était trop. Il pouvait supporter l'humiliation de la farce, mais regarder la souffrance silencieuse d'un enfant était autre chose. Ses instincts, enfouis pendant 3 longues années sous une montagne de chagrin, commencèrent à se réveiller. Ignorant le regard surpris de Miranda, il se pencha légèrement en avant. Il n'était plus thérapeute, il était juste un père, mais il se souvenait. Il prit un sachet de sucre dans le bol en céramique au centre de la table et en déchira un petit coin. Il tapota soigneusement quelques cristaux blancs sur le bois sombre de la table, les arrangeant en une petite étoile scintillante. Puis il trempa son doigt dans son verre d'eau et laissa tomber une goutte parfaite à côté de l'étoile. « Regarde, Maya », dit-il doucement, sa voix tendre. « Une étoile à vœux et une lune magique. » Le regard de Maya quitta ses genoux et se fixa sur la petite scène. Laïa poussa un cri de joie. Daniel ne regarda pas Maya directement, sachant que ce serait trop de pression. Il se concentra sur la table. Il poussa la goutte d'eau avec son doigt, faisant glisser lentement la lune sur le bois jusqu'à ce qu'elle touche les cristaux de sucre. L'étoile se dissout instantanément, disparaissant dans l'eau. « La lune a fait un câlin à l'étoile », murmura-t-il. « Et maintenant le vœu est en sécurité à l'intérieur. » Il leva les yeux alors. Les yeux de Maya étaient écarquillés, non pas de tristesse, mais d'un émerveillement pur et absolu. Un petit sourire toucha les coins de ses lèvres. Elle le regarda, vraiment, et pour la première fois, il vit la petite fille derrière le silence. Puis elle regarda le bol de sucre, puis lui, une question claire et non dite dans ses yeux. Daniel poussa légèrement le bol vers elle. Lentement, hésitante, sa petite main s'étendit, prit un sachet et le fit glisser vers lui. C'était une demande, une invitation. Miranda observa l'échange, sa main figée sur son verre d'eau. Son visage était pâle. Elle avait dépensé une fortune pour les meilleurs psychologues pour enfants, thérapeutes comportementaux et neurologues du monde. Ils étaient venus avec des graphiques, des outils de diagnostic et des théories. Ils avaient rempli la vie de sa fille de bureaux stériles et de questions analytiques. Aucun d'eux n'avait jamais réussi à la faire sourire. Aucun d'eux n'avait jamais obtenu de réponse. Cet homme de ménage, cet homme que ses employés avaient choisi comme cible d'une blague, avait franchi un mur en 60 secondes avec rien d'autre qu'un sachet de sucre et une goutte d'eau. Le reste du dîner passa comme dans un brouillard. Ils commandèrent de la nourriture. Miranda insista, son ton ne laissant aucune place à la discussion, et les filles mangèrent leur repas pendant que Daniel et Maya poursuivaient leur jeu silencieux, créant des comètes scintillantes et dissolvant des galaxies sur la table. Les rires à la table de Grégory s'étaient tus depuis longtemps, remplacés par des murmures confus et furieux. Leur blague parfaite avait été ruinée, d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'ils se levèrent pour partir, Miranda croisa le regard de Daniel. La glace avait disparu, remplacée par quelque chose qu'il ne pouvait déchiffrer. Une intensité brute et désespérée. Dans le grand hall de marbre, alors que Laïa racontait avec excitation à sa tante au téléphone l'histoire de la lune magique, Miranda le coinça. « Les spécialistes ont un nom pour ça, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Mutisme sélectif causé par un traumatisme. Ils n'ont pas de remède, juste des méthodes, et aucune n'a fonctionné. » Elle fit un pas vers lui. « J'ai payé des médecins de renommée mondiale des millions de dollars pour faire ce que vous venez de faire avec une goutte d'eau. Alors, vous allez me dire qui vous êtes, tout de suite. » Daniel sentit les murs se refermer sur lui, l'éloge, l'intensité dans ses yeux. Cela ressemblait à un jugement, un rappel douloureux de l'homme qu'il était autrefois, celui qui avait échoué quand cela comptait le plus. « Je suis l'homme qui nettoie votre hall. C'est tout, dit-il, la voix plate. Les yeux de Miranda se plissèrent. La PDG était de retour. Je ne vous crois pas. Vous allez aider ma fille. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre venu d'en haut. Les mots allumèrent une étincelle de défi en lui, nourrie par des années de douleur. Il la regarda, cette femme puissante qui pensait pouvoir commander le monde, et il lui donna la seule chose qu'elle n'avait jamais attendu entendre. « Non, dit-il. Le mot calme, mais ferme. Je ne peux pas l'aider. Je suis juste un concierge. Vous vous souvenez? Cette partie de ma vie est terminée. » Il se tourna avant qu'elle ne puisse répondre, prit la main de Laïa et sortit dans l'air froid de la nuit, laissant la PDG milliardaire debout, stupéfaite et seule, dans la lumière chaude et dorée du restaurant. Miranda Ellison n'était pas habituée à entendre « non ». Ce mot n'existait tout simplement pas dans son vocabulaire. On ne le lui disait pas dans les salles de réunion, lors des négociations ou dans sa vie personnelle. Les gens capitulaient, ils acquiesçaient.
il pliait sous la force de sa volonté. Elle était assise à l'arrière de sa voiture avec chauffeur, les lumières de la ville formant un flou insignifiant derrière la vitre teintée. Et ce mot unique et silencieux résonnait dans son esprit. Non, c'était exaspérant, c'était déroutant, mais pire encore, c'était terrifiant. Pendant quelques instants brefs et miraculeux dans ce restaurant, en regardant le concierge avec sa fille, elle avait ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis 1 an, de l'espoir. C'était une sensation fragile et inhabituelle. Et maintenant, il le lui avait arrachée, la laissant avec le poids familier et froid du désespoir. Il avait entrouvert une porte pour Maya, juste une fente, puis l'avait refermée brutalement devant son visage. Elle ne l'accepterait pas. Elle ne pouvait pas. Ce n'était pas une affaire qui avait échoué, c'était la vie de sa fille. Lorsqu'elle arriva dans son penthouse silencieux, sa colère s'était refroidie en une détermination acérée et concentrée. Daniel Porter était une énigme, et Miranda Ellison était très douée pour résoudre les énigmes. Dans leur petit appartement au 3e étage, l'odeur du pain grillé à la cannelle emplissait l'air, alors que Daniel bordait Laïa dans son lit. « Papa !» murmura-t-elle, ses bras autour de son cou. « Est-ce qu'on reverra Maya ?»« Elle est gentille !» répondit Daniel, la poitrine serrée. « On verra, ma chérie. C'était une soirée compliquée. »« Mais tu l'as fait sourire !» dit Laïa, sa voix pleine d'une fierté ensommeillée. « Tu as utilisé ta magie. » C'était ainsi que sa femme, Sarah, appelait ça, sa magie. Sa capacité à s'asseoir avec les enfants les plus renfermés, les plus traumatisés, et à trouver un chemin dans leur monde. Il avait bâti une carrière célébrée sur cela. Il avait été un guérisseur. Mais quand Sarah était tombée malade, sa magie avait échoué. Il n'avait pas pu chasser le cancer de son corps. Il n'avait pas pu réparer ses cellules défaillantes avec des mots doux et des jeux patients. Il était resté à son chevet pendant des mois, regardant la lumière la plus brillante de sa vie s'éteindre. Et toutes ses compétences, toute son empathie, n'avait en servi à rien. Après son départ, l'idée d'essayer de guérir quelqu'un d'autre lui semblait une profonde hypocrisie. Il ne pouvait pas réparer ce qui était vraiment brisé. Alors, il avait abandonné, plié bagages et trouvé un travail où personne ne lui demanderait plus jamais de magie. Il embrassa le front de Laïa. Ce n'est pas de la magie, bébé. C'était juste un jeu. Mais en entrant dans le salon et en regardant la seule photo encadrée qu'il gardait sur la cheminée, un portrait souriant de Sarah tenant bébé Laïa, il sentit le fantôme de son ancienne vie tout autour de lui. La rencontre avec Miranda et Maya avait rouvert une blessure qu'il pensait cicatriser. Son refus dans le hall n'avait pas été un acte de défi contre une PDG. C'était un acte de terreur, une tentative désespérée de tenir les fantômes de son échec à distance. Le lendemain soir, l'atmosphère chez Ellison Financial était électrique. La nouvelle du rendez-vous désastreux de la PDG s'était répandue comme une traînée de poudre. Daniel gardait la tête baissée, poussant son chariot à travers les couloirs impeccables et vides, le grincement de ses roues en caoutchouc étant le seul bruit. Il sentait des centaines de regards sur lui, même à travers les portes fermées des bureaux. En passant devant le bureau de Gregory Pike, la porte s'ouvrit. Gregory s'appuya contre le chambranle, un sourire moqueur sur le visage. « Eh bien, dit-il d'un ton traînant. « Regardez ce que le chat a ramené. On m'a dit que t'as passé une grosse soirée, Porter, affrayé avec l'élite. Comment ça fait de retourner dans le caniveau où est ta place ?» Daniel continua de pousser son chariot, la mâchoire serrée. « Excusez-moi, monsieur Pike, je dois nettoyer cet étage. » Le sourire de Gregory vacilla. Il s'attendait à ce que Daniel soit honteux, brisé. Il ne comprenait pas pourquoi Miranda ne l'avait pas licencié sur le champ. La blague n'avait pas fonctionné comme prévu, et ça le rendait nerveux. 1 heure plus tard, Daniel était au 48e étage, l'aile des cadres. C'était toujours silencieux ici, comme un musée. Il essuyait la vaste table de conférence en acajou lorsque la porte se referma derrière lui avec un clic. Il se tourna. Miranda Ellison se tenait là, les bras croisés. Elle avait troqué son tailleur strict pour un pantalon noir simple et un pull gris doux. Sans l'armure de son bureau, elle semblait plus jeune et infiniment plus fatiguée. « J'ai consulté votre dossier personnel, » dit-elle, sa voix dénuée de la colère précédente. « C'est plat, analytique. C'est un fantôme. Travail de concierge depuis 3 ans. Avant ça, un entrepôt dans l'Ohio. Avant ça, rien. C'est une histoire soigneusement construite d'un homme qui veut être invisible. » Daniel recommença à polir la table. « C'est mon histoire. »« Votre histoire m'est égale, » dit-elle, s'approchant lentement de lui. « Ce qui m'intéresse, c'est ma fille. Elle n'a pas souri depuis 1 an, monsieur Porter. 1 an. Et ce soir,
Quand je l'ai mise au lit, elle a pris un sachet de sucre dans la cuisine et un verre d'eau et elle a joué à votre jeu. Elle y a joué pendant 1 heure, toute seule. Elle était heureuse. Il s'arrêta de travailler, mais ne la regarda pas. Il ne pouvait pas. « Je vous paierai, dit-elle, allant droit au but. Nommez un prix. Peu importe ce que c'est, je le paierai. Des honoraires de consultant. Je signerai un contrat tout de suite. Vous pouvez travailler avec elle 1 heure par jour. Vous gagnerez plus en 1 semaine qu'ici en 1 an. » C'était son monde. Un monde où tout, même l'espoir, avait un prix. Daniel se tourna enfin pour lui faire face. Le regard dans ses yeux la fit reculer involontairement. C'était un chagrin profond, sans fond. « Vous pensez que c'est une question d'argent ?» demanda-t-il, sa voix se brisant sous une douleur qu'il avait refoulée pendant des années. « Vous pensez que vous pouvez écrire un chèque et réparer mon passé ? La dernière fois que j'ai mis tout mon cœur à essayer de guérir quelqu'un que j'aimais, je lui tenais la main pendant qu'elle mourait. Il prit sa bouteille de nettoyant, ses jointures blanches. Je ne suis pas un guérisseur, je suis un concierge et votre argent ne peut pas acheter un miracle. » Il poussa son chariot devant elle et sortit de la salle de conférence, laissant Miranda seule dans le silence résonnant, l'odeur du polish au citron dans l'air, son chéquier totalement inutile. Les lumières fluorescentes du 38e étage bourdonnaient, jetant une lueur stérile sur les sols polis. Daniel travaillait avec une efficacité rythmique et sombre, l'esprit à 1000 lieues de là. Sa confrontation avec Miranda Ellison l'avait laissé à vif, exposé. Il se sentait comme un fantôme, hantant les couloirs d'une vie qui n'était pas la sienne, et elle l'avait vu. Son service était presque terminé. Dans 20 minutes, il serait dans le bus, rentrant chez lui pour embrasser le front de sa fille endormie. Il vidait la dernière poubelle dans la salle de pause du département financier lorsqu'il entendit un fracas venant de la cuisine, suivi d'une série de jurons. Gregory Pike sortit en titubant, sa cravate de travers. « Porteur » aboya-t-il, sa voix légèrement pâteuse. « Il y a un problème là-dedans. » Daniel regarda derrière lui. Un énorme pot en verre de grains de café gastronomique s'était brisé sur le sol. Pire encore, une bouteille industrielle pleine de sirop de caramel brun foncé et collant, du genre utilisé pour les lattes sophistiquées, avait été renversée avec. Le liquide épais et visqueux s'étendait lentement sur le carrelage blanc en une flaque de 1,5 mètre, se mêlant aux éclats de verre et à des milliers de grains de café. C'était un désastre délibéré et malveillant. « Mes excuses, monsieur Pike, » marmonna Gregory, sans paraître désolé le moins du monde. « Maladroit de ma part. Tu vas t'en occuper, n'est-ce pas ?» À 2 mains, il tapa sur l'épaule de Daniel et s'éloigna en titubant vers les ascenseurs. Daniel fixa le désastre. C'était un travail d'au moins 2 heures. Il ne serait pas chez lui avant minuit. Il ne pourrait pas vérifier comment allait Laïa. Une colère chaude et amère monta dans sa poitrine, une émotion qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis des années. Ce n'était pas un accident fortuit, c'était un message. Gregory marquait son territoire, rappelant à Daniel sa place. Il n'était que l'homme qui nettoyait les dégâts. Miranda passa les 2 jours suivants à exécuter une stratégie. Si Daniel Porter ne répondait ni au pouvoir ni à l'argent, elle devrait trouver un autre point de levier. Elle chargea son assistante personnelle discrète d'un projet de recherche simple. Découvrir tout ce que le concierge, Daniel Porter, faisait lorsqu'il n'était pas au travail. La demande semblait être une violation, mais elle la justifia par une pensée répétée. C'est pour Maya. Le rapport qui revint était court et douloureusement simple. Il travaillait. Il emmenait sa fille à l'école. Le samedi, de 10h à midi, ils allaient à la bibliothèque publique. Et le dimanche, si le temps était clément, il passait l'après-midi au parc Northwood. Il y avait un carrousel là-bas que sa fille adorait. Le dimanche, le soleil était éclatant et l'air frais. Miranda habilla Maya et elle-même en jeans et pull simple, des vêtements qu'elle n'avait pas portés depuis des années. Elle se sentait comme une impostrice lorsque son chauffeur s'arrêta au bord du parc public, un lieu rempli des sons de la joie quotidienne ordinaire. Elle les trouva facilement. Daniel était assis sur un banc, un livre de poche usé à la main, regardant Laïa qui tournoyait sur le manège, son rire résonnant dans l'air. Il semblait différent à la lumière du jour, plus doux. Les lignes dures de l'épuisement sur son visage étaient adoucies, remplacées par une concentration paternelle calme. Il semblait être un homme en paix. Miranda prit une profonde inspiration et guida Maya vers l'aire de jeu. Elle ne l'approcha pas directement. Au lieu de cela, elle s'assit sur un banc de l'autre côté du carrousel, son cœur battant comme une raideur d'entreprise, sur le point de lancer une OPA hostile. Maya se tenait à côté d'elle, serrant la main de sa mère, regardant les autres enfants avec une envie familière et déchirante.
Laïa les repéra en premier. Lorsque le carrousel ralentit, elle sauta et courut vers elle, ses couettes virevoltant. « Maya !» dit-elle, sa voix pleine d'un véritable plaisir. « Tu es venue au parc ?» Maya fit un petit signe de main hésitant. « Tu veux aller sur les balançoires ?» demanda Laïa, prenant la main libre de Maya. « Papa me pousse si haut que je peux presque toucher un nuage. » Maya leva les yeux vers sa mère, ses yeux grands ouverts d'une supplication silencieuse. Miranda hocha la tête, la gorge serrée. « Vas-y ma chérie, va jouer !» Elle regarda Laïa guider sa fille vers les balançoires. Daniel avait levé les yeux maintenant, son livre oublié. Il la vit, et l'expression paisible disparut, remplacée par une tension méfiante. Il se leva et commença à marcher vers elle, ses mouvements raides. Il s'arrêta à quelques pas de son banc. « Que faites-vous ici, mademoiselle Ellison ?»« Ma fille voulait aller au parc, » répondit Miranda, sa voix égale. Ce n'était pas un mensonge complet. « C'est une grande ville, » dit-il, son ton froid. « Beaucoup de parcs, mais celui-ci a un carrousel. » Elle le regarda dans les yeux, abandonnant toute prétention. « Je ne suis pas ici pour vous offrir de l'argent, Daniel. Je ne suis pas ici pour vous donner des ordres. » Elle fit un geste vers les balançoires, où Laïa parlait avec animation, tandis que Maya restait immobile, observant. « Je suis ici parce que ma fille est enfermée en elle-même. Et vous, pour une raison que je ne comprends pas, vous avez une clé. Je l'ai vue. Elle l'a vue. Elle n'a pas arrêté de chercher des sachets de sucre depuis cette nuit. » Le regard de Daniel s'adoucit alors qu'il observait les deux filles. Il vit Laïa pousser doucement la balançoire de Maya, essayant de l'encourager à participer. Il vit l'ébauche d'un sourire sur le visage de Maya, un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses lèvres, mais qui était là, dans ses yeux. Et il vit sa profonde solitude. C'était un silence douloureusement familier. « Je vous l'ai dit, » répondit-il, sa voix basse, presque suppliante. « Je ne peux pas. » Miranda se leva, sa contenance enfin brisée. La désespérance qu'elle ressentait chaque jour perça les murs soigneusement érigés autour d'elle. « Pourquoi ? Parce que vous avez peur. Moi aussi, j'ai peur. Je suis terrifiée. Terrifiée à l'idée que je n'entendrai plus jamais sa voix. Qu'elle grandira dans un monde où elle ne pourra pas dire « je t'aime ». J'ai peur. Elle ou même son propre nom. Elle fit un pas plus près, sa voix tombant à un murmure, empreinte de la douleur d'une mère. « Je ne sais pas ce qui vous est arrivé. Je ne sais pas ce qui vous a brisé, mais ma petite fille ne mérite pas de payer le prix pour cela. » Elle regarda à nouveau Maya, puis lui, ses yeux brillants de larmes contenues. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle. Le mot dépouillé de toute autorité, de tout pouvoir. Ce n'était qu'une supplication. « Ne le faites pas pour moi. Faites-le pour elle. » Daniel suivit son regard. Il vit sa propre fille, si pleine de lumière et de rire, et il vit Maya, un reflet en tant de façon, mais prisonnière des ombres. Son refus ferme, ses murs soigneusement construits de chagrin, commencèrent à s'effriter en poussière. Le silence s'étira entre eux, chargé du soleil de l'après-midi et du son lointain des rires d'enfants. Le regard de Daniel passa du visage plein d'espoir de Maya à celui, confiant, de Laïa, et revint en arrière. Pendant 3 ans, il avait construit une forteresse autour de son cœur, ses murs faits de chagrin et cimentés par la conviction qu'il était brisé au-delà de toute réparation. Mais la supplication silencieuse d'une fillette de 5 ans était une force plus puissante que toutes les défenses qu'il avait jamais construites. Les murs s'effondrèrent. Il laissa échapper un long soupir tremblant, un souffle qu'il avait l'impression de retenir depuis le jour où sa femme était morte. « D'accord », dit-il, le mot doux, fragile. La posture de Miranda s'affaissa de soulagement, comme une marionnette dont on venait de couper les fils. « Merci, je vous paierai. Bien sûr, nous pouvons rédiger un contrat. »« Non !» interrompit Daniel, sa voix ferme à nouveau, mais pour une raison différente. Il ne la repoussait plus. Il posait les conditions de sa reddition. Pas de contrat, pas d'argent, et personne au bureau ne doit jamais le savoir. Personne. Miranda le fixa, perplexe face à son refus de paiement. « Mais votre temps, ce n'est pas un travail, » affirma-t-il, ses yeux se fixant sur les siens. « Si je fais ça, ce n'est pas en tant que professionnel. Je ne suis plus celui que j'étais. Et il y a une condition de plus. » Il hésita, les mots ayant un goût de cendre. « Si je sens que je ne peux pas l'aider, si je ne fais pas de différence, j'arrête immédiatement, sans question. » C'était sa clause de sortie, l'issue de secours dont il avait besoin pour envisager de retourner dans ce monde. Miranda vit la peur brute dans ses yeux et comprit enfin la profondeur de ses blessures. Ce n'était ni de l'arrogance ni de l'entêtement, c'était de la survie. « D'accord, dit-elle, sa voix douce,
avec une sincérité qu'il n'avait jamais entendue de sa part auparavant. Toutes vos conditions. Merci, Daniel. 2 soirs plus tard, Daniel se tenait maladroitement dans l'entrée de marbre du penthouse de Miranda Ellison. L'endroit était vaste, minimaliste et silencieux. Cela ressemblait moins à une maison qu'à un musée d'art moderne. Un monde de lignes épurées et de surfaces froides. Et il se sentait complètement hors de place dans son jean de travail simple et son sweat à capuche délavé. Miranda le guida dans un grand salon ouvert. Maya était assise sur un tapis blanc moelleux, entourée d'une montagne de jouets éducatifs coûteux, dont aucun n'était touché. Elle leva les yeux lorsque Daniel entra, son expression méfiante. « Nous pouvons travailler ici, » dit Miranda, sa voix un peu trop enjouée, comme une hôtesse essayant d'apaiser une soirée tendue. « Je serai dans la cuisine si vous avez besoin de quoi que ce soit. Faites-moi signe, » acquiesça Daniel, son cœur commençant à battre fort. Le doute de soi était un rugissement physique dans ses oreilles. « Que fais-tu ici? Tu ne peux plus faire ça. Tu vas la décevoir. » Il s'agenouilla sur le tapis à quelques pas de Maya, veillant à ne pas envahir son espace trop rapidement. Il ne regarda pas les jouets, il ne la regarda pas. Il s'assit simplement, laissant le silence s'installer. Du coin de l'œil, il pouvait voir Miranda s'attarder près de l'îlot de cuisine, tordant ses mains, son anxiété rayonnant à travers la pièce. Il savait que tant qu'elle serait là, irradiant ce besoin désespéré d'un miracle, Maya ne se sentirait jamais assez en sécurité pour émerger. Il finit par regarder Miranda. « Pourriez-vous nous laisser la pièce, s'il vous plaît ?» demanda-t-il doucement. Miranda cligna des yeux, déconcertée. « Oh, bien sûr. C'est mieux si elle ne se sent pas observée. » expliqua-t-il. Son silence est un bouclier. Elle ne l'abaissera pas si elle se sent testée. C'était la première fois qu'il parlait avec l'autorité calme de son ancien moi. Miranda, habituée à tout contrôler, se retrouva à hocher la tête docilement. Elle se retira dans son bureau au bout du couloir, laissant la porte entr'ouverte. Pendant 20 minutes, Daniel ne fit rien d'autre que respirer. Il s'assit sur le sol et exista simplement dans le même espace que Maya. Il n'essaya pas de parler. Il n'essaya pas de jouer. Il lui faisait savoir qu'il n'exigeait rien d'elle. Lentement, il plongea la main dans le petit sac en toile qu'il avait apporté et en sortit 2 choses. Une petite pierre de rivière lisse et un gros crayon bleu. Il commença à dessiner distraitement sur la pierre, se concentrant entièrement sur sa tâche. Il dessina un visage souriant simple, puis il posa la pierre sur le tapis blanc entre eux. Les yeux de Maya se posèrent dessus. Il sortit une autre pierre et lui tendit un crayon rouge. Il ne dit rien. Il se remit à dessiner sur une autre pierre, cette fois une étoile bancale. Pendant longtemps, elle se contenta d'observer. Puis, avec une lenteur méticuleuse, sa petite main s'étendit et ramassa le crayon rouge. Elle ne dessina pas sur la pierre. À la place, elle commença à dessiner sur le dos de la main de Daniel. C'était une seule ligne rouge tremblante, une connexion. Daniel ne tressaillit pas. Il la laissa terminer, sa propre main parfaitement immobile. C'était la plus petite des percées, une conversation silencieuse, dans un langage de couleur et de confiance. Pendant ce temps, dans un bar élégant du centre-ville, Gregory Pike plantait une graine. Il buvait un verre avec un membre senior du conseil, un homme nommé Wallace. « Je m'inquiète juste pour elle, vous savez, » dit Gregory, faisant tournoyer le liquide ambré dans son verre. « Elle semble distraite, sur les nerfs. Vous avez entendu parler de ce fiasco de rendez-vous à l'aveugle ? Avec le concierge de l'entreprise, je veux dire. Ça montre un manque de jugement choquant. J'espère que tout va bien chez elle. » Il laissa les mots flotter dans l'air, une insinuation empoisonnée déguisée en préoccupation. Wallace, un homme qui valorisait la stabilité par-dessus tout, sembla pensif. La graine était plantée. Quand l'heure fut terminée, Daniel se leva pour quitter le penthouse de Miranda. Il avait l'impression d'avoir couru un marathon. « Comment ça s'est passé ?» demanda Miranda, se précipitant hors de son bureau dès qu'elle l'entendit bouger. « Ça s'est bien passé, » dit-il, sans donner de détails. « On apprend juste à se connaître. » Après son départ, Miranda retourna vers le tapis blanc. Elle vit les pierres sur lesquelles il avait dessiné, et à côté, elle vit une feuille de papier qui n'était pas là auparavant. Maya avait dû la prendre sur un bureau à proximité. Dessus, tracé de la main tremblante d'une fillette de 5 ans, il y avait un dessin. C'était une simple figure en bâton d'un homme avec un visage souriant, tenant la main d'une petite fille. En dessous, Maya avait dessiné une ligne rouge tremblante. Miranda ramassa le papier, ses doigts tremblants. Ce n'était pas un mot, mais c'était un début. C'était de l'espoir, et elle le tenait comme si c'était la chose la plus précieuse qu'elle ait jamais possédée.
les séances devinrent un rituel silencieux dans leur vie chaotique. 2 fois par semaine, Daniel arrivait au Penthouse après son service, l'odeur du nettoyant industriel encore légèrement accrochée à ses vêtements. Il s'asseyait sur le tapis blanc avec Maya, et pendant 1 heure, le monde extérieur cessait d'exister. Il n'y eut plus de percée magique, mais il y avait du progrès, lent et régulier. Comme une jeune pousse perçant un sol gelé, Maya commença à utiliser les pierres pour raconter des histoires. Une pierre avec un visage triste placée loin d'un groupe de pierres au visage heureux. Une ligne rouge tracée pour relier une petite pierre à une plus grande. C'était un langage que Daniel commençait à comprendre. Il apprit qu'elle se sentait seule à l'école, que son chien, qu'elle avait avant le départ de son père, lui manquait, qu'elle avait peur du noir. Pendant que Daniel était avec Maya, Miranda attendait dans la cuisine, prétendant travailler sur son ordinateur portable. Mais surtout, elle écoutait. Elle n'écoutait plus pour un mot. Plus maintenant, elle écoutait la qualité du silence. Avant Daniel, le silence dans sa maison était une couverture lourde et étouffante d'absence. Maintenant, le silence dans le salon était différent. Il était actif, communicatif. Il était rempli de confiance. Leurs propres conversations commencèrent timidement, dans les moments avant et après les séances. « Elle semble aimer dessiner des maisons », commenta Daniel un soir en rangeant son sac. Toujours avec une fenêtre et une personne qui regarde dehors. Miranda s'appuya contre l'encadrement de la porte, une tasse de thé réchauffant ses mains. C'était l'atelier de son père. Il était artiste. Elle passait des heures à le regarder peindre. C'était la première fois qu'elle mentionnait son ex-mari, sans une pointe d'amertume dans la voix. Une autre nuit, Daniel arriva avec quelques minutes de retard. « Désolé, dit-il, l'air épuisé. C'est l'anniversaire du décès de ma femme. Laïa a eu une journée difficile. Parlez-moi d'elle, demanda Miranda doucement, surprise elle-même par la directness de la question. Daniel baissa les yeux sur la pierre de rivière lisse dans sa main. Sarah, elle était lumière. Elle croyait que tout le monde avait une chanson en eux et qu'il suffisait d'être assez silencieux pour l'entendre. Il esquissa un sourire triste. Elle aurait su quoi faire pour Maya. Elle n'aurait pas eu besoin d'astuces. Dans ces confessions silencieuses, la distance abyssale entre la PDG et le concierge commença à se réduire. Il vit la femme vulnérable derrière l'armure d'entreprise et elle vit l'homme brillant et blessé derrière l'uniforme de ménage. Ils n'étaient que 2 parents célibataires, essayant de naviguer dans un océan de chagrin et de construire un havre de paix pour leurs enfants. C'était une amitié fragile, non dite, un lien forgé dans le silence de la chambre d'une petite fille. Gregory Pike n'était pas un homme qui aimait se sentir impuissant. Il remarqua le changement subtil dans le comportement de la PDG, une nouvelle légèreté dans sa démarche qui n'était pas là auparavant. Il la vit parfois renvoyer son chauffeur et quitter le bâtiment à pied, se dirigeant vers le quartier miteux du concierge. Il ne savait pas ce qui se passait, mais il savait que cela impliquait Porter, et c'était une menace. Il était temps de retirer cette pièce de l'échiquier pour de bon. Son plan était simple et cruel. Il attendit une nuit où il savait que son associé principal, M. Abernathy, travaillait tard. Abernathy était notoirement pointilleux sur ses affaires, en particulier sur le stylo-plume en or antique qu'il gardait sur son bureau, un héritage familial valant des milliers de dollars. Pendant que Daniel nettoyait à un autre étage, Gregory se glissa dans le bureau d'Abernathy et empocha le stylo. Cependant, ne voulant pas se salir les mains, il enrôla son subordonné, Peterson, pour gérer l'étape finale cruciale. Il donna le stylo à Peterson avec des instructions claires, utilisa la clé maîtresse dupliquée pour ouvrir le casier du concierge et glissa le stylo dans la poche de sa veste usée. Il passa ensuite un appel anonyme à la sécurité du bâtiment, signalant qu'il avait vu le concierge de nuit agir de manière suspecte près du bureau d'Abernathy. 1 heure plus tard, alors que Daniel pointait pour partir, 2 gardes de sécurité en uniforme se placèrent devant lui. Le chef des gardes, un homme corpulent nommé Henderson, qui lui adressait habituellement un hochement de tête amical, arborait une expression sombre. « Monsieur Porter », dit Henderson, sa voix officiellement froide, « nous devons vous accompagner. »« De quoi s'agit-il » demanda Daniel, son cœur commençant à cogner contre ses côtes. « Nous avons reçu un signalement de vol à l'étage des cadres. Un objet de valeur a disparu du bureau de Monsieur Abernathy. Nous devons fouiller le personnel de service. » Daniel sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. Quelque chose clochait. C'était un coup monté. Un vol? Je n'ai rien vu. Juste la politique de l'entreprise, Daniel. Le second garde parla avec un peu plus de sympathie.
Finissons-en rapidement. Pouvons-nous vérifier votre sac dans votre casier ?» Ils le conduisirent jusqu'à la réserve des concierges. Daniel ouvrit son casier, ses mains fermes malgré les battements frénétiques de son cœur. Le garde fouilla à l'intérieur, sortant une chemise de rechange, un roman usé et enfin sa veste. Il tâta les poches. Ses doigts se refermèrent sur quelque chose de dur et métallique. Il en sortit le stylo-plume antique en or. Il scintilla sous la lumière crue des néons, une preuve accablante. Henderson le brandit. « Pouvez-vous expliquer ceci, monsieur Porter ?» Daniel fixa le stylo, son esprit vacillant. Il ne l'avait jamais vu de sa vie. Il passa du stylo au visage impassible des gardes, et il sentit le piège se refermer. Le visage de Grégory apparut dans son esprit, son sourire moqueur et triomphant. « Ce n'est pas à moi, dit-il, sa voix un murmure rauque. Je ne sais pas comment ça s'est retrouvé là. » Le visage d'Henderson se durcit. « C'est ce qu'ils disent à tous, » soupira-t-il, sortant une paire de menottes en plastique. « Vous devez venir avec nous. Monsieur Abernathy est en route et il voudra porter plainte. » Daniel était assis dans une petite pièce sans fenêtre au bureau de sécurité du sous-sol. Le stylo volé reposait sur la table métallique devant lui, comme un verdict. L'air était vicié, imprégné d'une odeur de vieux café. Henderson, le chef de la sécurité, l'interrogeait. Mais ces mots n'étaient qu'un bourdonnement lointain. Tout ce à quoi Daniel pouvait penser, c'était Laia, endormie seule dans leur appartement, attendant que son père rentre. Que lui arriverait-il s'il était arrêté? La porte s'ouvrit brusquement et un homme corpulent au visage rougeau, vêtu d'un costume coûteux, entra en trombe. « Monsieur Abernathy » pointa-t-il un doigt tremblant sur Daniel. « C'est lui, c'est le voleur » rugit-il. « Je veux qu'il soit arrêté. Je veux porter plainte pour vol d'un héritage familial inestimable. » Henderson tenta de l'apaiser. « Monsieur, nous suivons juste la procédure. »« La procédure ?» s'écria Abernathy. « Cet homme a été pris la main dans le sac. De quelle autre procédure avez-vous besoin? Appelez la police maintenant. » Daniel sentit le dernier espoir s'évanouir. C'était sa parole contre la leur, un concierge contre un associé senior. Il était déjà jugé et condamné. « Ce ne sera pas nécessaire, Philippe. » La voix, venue de la porte, était tranchante et froide comme l'acier. Miranda Ellison se tenait là, toujours en tenue de travail, les bras croisés. Elle irradiait une aura d'autorité absolue qui réduisit la pièce au silence instantanément. La mâchoire d'Abernathy se referma. Henderson se redressa comme si le président venait d'entrer. « Miranda !» bégaya Abernathy. « C'est une affaire de sécurité. »« Cet homme était mon employé, » le coupa-t-elle, ses yeux fixés sur Daniel. « Par conséquent, c'est mon affaire. Vous pouvez partir, Philippe. Henderson et moi allons gérer ceci. » Son ton indiquait clairement que ce n'était pas une suggestion. Abernathy balbutia un instant, puis se dégonfla, hochant la tête avant de sortir précipitamment de la pièce. Le regard de Miranda s'adoucit légèrement lorsqu'elle se tourna vers Daniel. « Vous allez bien ?» Il ne put que hocher la tête, la gorge trop serrée pour parler. Elle se tourna vers Henderson. « Expliquez-moi tout, dans les moindres détails. » Henderson relata l'appel anonyme, la fouille, la découverte du stylo. Quand il eut fini, Miranda resta silencieuse un long moment. « Ça n'a aucun sens, dit-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. » Elle regarda Daniel. « J'ai offert à cet homme une somme d'argent qui changerait sa vie, et il l'a refusée. Dites-moi, Henderson, pourquoi un homme qui refuse une fortune volerait un stylo ?» Le chef de la sécurité n'avait pas de réponse. « Sortez les bandes, » ordonna Miranda. « Je veux voir toutes les images de surveillance du 40e étage et de la zone des concierges pour les 3 dernières heures, maintenant. » Pendant l'heure suivante, ils s'assirent dans la salle de contrôle principale, une pièce sombre remplie de l'éclat d'une douzaine d'écrans. Ils regardèrent des heures de footage accéléré, un flou de silhouettes fantomatiques. Ils virent Daniel faire ses rondes, méthodiques et minutieux. Ils virent Abernathy quitter son bureau. Ils ne virent rien d'anormal. « Il n'y a rien ici, mademoiselle Ellison, » dit Henderson, commençant à sembler impatient. « Continuez à regarder, » dit-elle, les yeux plissés par la concentration. « Cherchez quelqu'un qui ne devrait pas être là. » Et puis elle le vit, un mouvement furtif près de la réserve des concierges, à un moment où Daniel était à un étage complètement différent. « Arrêtez, revenez en arrière, zoomez sur ce couloir. » La vidéo repassa au ralenti. Une silhouette émergea des ombres. Ce n'était pas Grégory. C'était son plus proche collaborateur, un analyste junior nommé Peterson. Il jeta un regard nerveux dans le couloir vide avant de se glisser dans la réserve des concierges déverrouillée. Il y resta moins de 10 secondes. À quelle heure était-ce?
demanda Miranda. 22h47, répondit Henderson, vérifiant le code temporel. Maintenant, montrez-moi le journal de l'appel anonyme. Henderson tapa sur son clavier. Une ligne de texte apparut. Appel anonyme concernant une activité suspecte au 40e étage. Appel reçu à 22h51, 4 minutes après que Peterson eut quitté la réserve. « J'en ai assez vu », dit Miranda, sa voix dangereusement calme. Elle se leva. « Henderson, vous devez relâcher M. Porter immédiatement avec des excuses complètes. Cette enquête est maintenant terminée. » Elle raccompagna Daniel jusqu'à l'ascenseur, le silence entre eux chargé d'une émotion non dite. Alors que la porte se refermait, les enfermant dans cet espace privé, Daniel retrouva enfin sa voix. « Merci », murmura-t-il, les mots insuffisants. Ils allaient appeler la police. Je ne savais pas quoi faire. « Vous n'aviez rien à faire, » dit-elle en se tournant vers lui. « Je savais que vous ne l'aviez pas fait. »« Comment ?» demanda-t-il. « Les preuves. »« Parce que je sais qui vous êtes, Daniel, » dit-elle doucement. « Vous êtes l'homme qui joue avec des sachets de sucre pour faire sourire une petite fille. Vous êtes l'homme qui parle de sa défunte femme comme si elle était encore le soleil dans son ciel. Vous n'êtes pas un homme qui vole. » La foi brute et inconditionnelle dans sa voix le frappa plus fort que l'accusation ne l'avait jamais fait. À cet instant, elle n'était pas sa patronne. Elle était la seule personne au monde qui le voyait vraiment, derrière l'uniforme et le chagrin. L'ascenseur tinta, arrivant au hall. Les portes s'ouvrirent. Daniel ne bougea pas. Il la regarda simplement, son cœur submergé par un sentiment qu'il ne pouvait nommer. Gratitude, soulagement et quelque chose de plus. Quelque chose de chaleureux et de terriblement nouveau. « Miranda, » commença-t-il, la voix épaisse. « Rentrez chez vous, Daniel, » dit-elle, ses propres yeux brillants. « Rentrez chez votre fille. » Il hocha la tête, sortant de l'ascenseur. Il se retourna une dernière fois, et leurs regards se croisèrent et se tinrent. Un courant silencieux et puissant passa entre eux. La menace était écartée, mais quelque chose de bien plus significatif venait de commencer. Le coup monté raté changea tout. Gregory Pike fut laissé à se débattre seul, son associé Peterson licencié pour faute grave. Miranda ne licencia pas Gregory, ce qui était, d'une certaine manière, une punition plus cruelle. Elle le laissa dans son bureau, déchu de ses projets et responsabilités, un fantôme dans une cage de verre pour que tous le voient. Il était un paria, et sa rage bouillonnante devenait plus toxique chaque jour. Pour Daniel et Miranda, l'incident avait brûlé toute prétention. La crise avait forgé un lien de confiance si fort qu'il était presque tangible. Leur amitié, qui s'était développée dans l'espace silencieux des séances de thérapie de Maya, s'épanouissait désormais au grand jour. Miranda insista pour que Daniel et Laïa les rejoignent, elle et Maya, pour dîner un samedi soir. Pas dans un restaurant chic, mais dans son vaste appartement stérile, qu'elle essayait maladroitement de rendre chaleureux. Ils mangèrent de la pizza par terre dans le salon, une entorse choquante à l'étiquette du Pentouse. Laïa et Maya construisirent un fort avec des coussins de canapé et des couvertures coûteuses. Pour la première fois, Daniel vit Miranda rire vraiment, un son authentique et libéré qui semblait la surprendre elle-même. Cela arriva quand Laïa mit un morceau d'olive noire sur son nez et se déclara licorne. Plus tard, après que les filles se furent endormies dans le fort de coussins, Daniel et Miranda s'assirent sur le balcon, la ville scintillant sous eux comme une constellation tombée. « Je ne fais jamais ça !» dit-elle, désignant vaguement le chaos domestique à l'intérieur. « M'asseoir, me détendre. Ma vie est une série d'événements programmés. La mienne aussi, admit Daniel. Travail, sommeil, m'assurer que Laïa mange ses légumes. C'est une boucle étroite. Est-ce suffisant ? demanda-t-elle, sa question douce et sincère. Il réfléchit un long moment, regardant le lointain flot des phares. « Ça l'est quand elle est heureuse, dit-il. C'est tout ce qui compte. » Il la regarda. « Vous comprenez ça mieux que quiconque, murmura-t-elle. C'est dans ces moments que l'espace entre eux scintilla d'une nouvelle possibilité. Il n'était plus le concierge, et elle n'était plus la PDG. Ils étaient juste un homme et une femme qui avaient trouvé une ancre improbable l'un dans l'autre au milieu d'une tempête. La tempête, cependant, n'était pas terminée. Elle rassemblait simplement ses forces pour son assaut final. L'email fut envoyé un mardi matin. Une réunion générale obligatoire à l'échelle de l'entreprise fut programmée pour le vendredi après-midi. Le sujet officiel était l'annonce des résultats du 3e trimestre et une nouvelle initiative stratégique. Le sujet officieux, murmuré dans les salles de pause et sur les messageries instantanées, était la santé mentale de leur PDG.
Les insinuations de Gregory Pike avaient fait leur travail. Les rumeurs circulaient sur le comportement erratique de Miranda et sa relation inappropriée avec un concierge. La réunion semblait être un point de bascule. Daniel fut assigné à travailler lors de l'événement. Un uniforme anonyme parmi une douzaine d'autres, vérifiant les badges et dirigeant les gens dans l'immense auditorium ultramoderne. Il voyait les regards qu'on lui lançait, les coups d'œil apitoyés, les ricanements méprisants. Il était devenu un personnage du moulin à ragots de l'entreprise. Il trouva une place tout au fond de l'auditorium, appuyé contre le mur, alors que la vaste salle se remplissait. Il vit les membres du conseil prendre place au premier rang, leurs visages sombres. Et puis il vit Miranda monter sur scène. Elle semblait puissante et posée dans un costume gris anthracite, mais Daniel pouvait voir la tension dans ses épaules. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde à travers la mer de tête. Une reconnaissance silencieuse. Je suis là. La réunion commença. Le directeur financier parla longuement des flux de revenus et des marges bénéficiaires. Un vice-président du marketing montra des vidéos soignées sur la nouvelle initiative. L'air était lourd d'un ennui tendu et expectant. Tout le monde attendait. Enfin, la parole fut ouverte pour les questions. Quelques questions prévisibles et anodines furent posées et répondues. Puis Daniel le vit, Gregory Pike, marchant avec assurance vers le microphone au centre de l'allée. Il regarda directement Miranda, son expression un masque de fausse sincérité. « Miranda, merci pour votre leadership », commença-t-il, sa voix douce et amplifiée dans tout l'auditorium. « Ma question est une question de préoccupation. Une préoccupation que je pense partagée par beaucoup d'entre nous qui avons dédié nos vies à cette entreprise. » Il marqua une pause, laissant le drame s'installer. Nous avons observé des incohérences récemment, un manque de concentration. Nous avons entendu des rumeurs de certaines distractions, des relations qui montrent un manque de jugement troublant. Un murmure choqué parcourut la foule. C'était une rébellion ouverte. Les yeux de Gregory se tournèrent vers le fond de la salle, trouvant Daniel dans l'ombre. Ses lèvres se retroussèrent en un rictus à peine dissimulé. Il ramena son attention sur Miranda, sa voix dégoulinante de condescendance. « Ma question est donc la suivante. Comment nous, employés et actionnaires, pouvons-nous avoir confiance en l'avenir de notre entreprise lorsque notre PDG fait preuve d'un tel manque de jugement en se mêlant au personnel de service ?» Les mots frappèrent comme un coup physique. Les murmures s'arrêtèrent. Un silence choquant et total s'abattit sur l'auditorium. Tous les regards, des centaines, passèrent de Gregory à Miranda, qui se tenait seule au pupitre sous l'éclat brutal des projecteurs. Les membres du conseil fixaient droit devant eux, refusant de la regarder. Daniel sentit le sang se retirer de son visage, ses poings serrés à ses côtés, impuissant. Miranda resta immobile un long moment assourdissant, son visage un masque pâle et indéchiffrable. Le silence s'étira, devenant insupportable. Elle regarda Gregory, puis son regard balaya la foule silencieuse et attentive. Et enfin, il se posa sur Daniel au fond de la salle. Elle prit une inspiration lente et délibérée, ses doigts agrippant les bords du pupitre. Un sourire lent toucha ses lèvres. C'était une expression étrange, triste et incroyablement puissante. Ce n'était pas le sourire d'une cadre acculée. C'était le sourire d'une femme à qui on venait de tendre l'arme parfaite. Elle se pencha vers le microphone. « Merci. Gregory, dit-elle, sa voix parfaitement calme, mais portée dans chaque recoin de l'auditorium silencieux. Merci pour votre préoccupation. Le jugement est, après tout, ce pourquoi je suis payé. Alors, permettez-moi de vous raconter une histoire sur le jugement. » Elle marqua une pause, son regard balayant l'audience, les membres du conseil, et enfin Gregory Pike, qui commençait à sembler mal à l'aise. « Depuis 1 an, commença-t-elle. Sa voix perdant son ton corporate pour devenir quelque chose de bien plus personnel, de bien plus humain. Beaucoup d'entre vous ont remarqué que j'étais distraite. Vous aviez raison, je l'étais. Parce que depuis 365 jours, ma fille de 5 ans, Maya, n'a pas prononcé un seul mot. Pas un seul, un hoquet parcourut la salle. L'histoire était si intensément personnelle, si déplacée dans cet environnement corporate stérile, qu'elle était totalement captivante. Son père est parti, continua Miranda, sa voix claire et stable, malgré le tremblement que Daniel pouvait voir dans sa main. Et dans les décombres de notre famille, la voix de ma fille a été une victime. J'ai jugé la situation, j'ai jeté de l'argent dessus. J'ai engagé les meilleurs spécialistes du monde. Ils sont venus avec leur doctorat et leur théorie. Ils ont jugé ma fille comme un cas clinique de mutisme sélectif. Ils l'ont sondée, testée, et tout ce qu'ils ont fait, c'est rendre le silence plus profond. Elle regarda directement Gregory. Puis, il y a quelques semaines,
Certains de mes employés, dans une erreur de jugement spectaculaire, ont décidé qu'il serait amusant de m'organiser un rendez-vous à l'aveugle avec le concierge de l'entreprise. Le second hoquet fut plus fort, plus aigu. Le visage de Gregory Pike devint blême. « C'était une blague cruelle et humiliante », dit Miranda, sa voix résonnant d'une vérité froide. Et l'homme qui en était la cible avait tout à fait le droit de partir. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté, il a vu ma fille qui était avec moi, et il n'a pas vu un cas clinique, mais une petite fille seule. Elle tourna son regard vers le fond de la salle, trouvant Daniel dans l'ombre. Il n'avait pas de doctorat, il n'avait pas de théorie, il avait un sachet de sucre. Et avec ce sachet de sucre, il a fait sourire ma fille pour la première fois en 1 an. La salle était totalement immobile. Personne ne toussait, personne ne bougeait. J'ai appris que ce concierge, cet homme que tant d'entre vous ont jugé invisible, était autrefois l'un des thérapeutes en orthophonie pédiatrique les plus respectés du pays. Un homme qui guérissait les enfants avec son don, mais il s'est jugé plus durement que quiconque. Après avoir perdu sa femme d'un cancer, il a cru que son don avait disparu. Alors, il s'est caché là où personne ne lui demanderait plus jamais d'aide. Il s'est jugé brisé. Des larmes coulèrent désormais ouvertement sur les visages des hommes et des femmes dans l'audience. Les membres du conseil fixèrent leurs mains, honteux. La voix de Miranda s'adoucit, mais elle était empreinte d'une émotion brute et puissante. Depuis des semaines, ce concierge rencontre ma fille en secret, sans argent, sans reconnaissance. Il n'a rien demandé. Il lui montre patiemment, avec bienveillance, un chemin pour sortir du silence. Il m'a appris que l'on ne peut pas juger la valeur d'une personne par le titre sur sa carte de visite. Elle prit une inspiration tremblante, ses yeux brillants. Elle n'était plus une PDG s'adressant à son entreprise. Elle était une mère partageant un miracle. « Alors, pour répondre à votre question sur mon jugement, Grégory, dit-elle, sa voix se brisant d'émotion. Ce matin, grâce à la gentillesse de cet homme, ma fille a prononcé son premier mot en 1 an. Elle m'a regardé et elle a dit « Maman ». Un sanglot collectif traversa l'auditorium. Le silence fut brisé, remplacé par une vague d'émotions écrasantes. Puis une personne commença à applaudir, puis une autre. En quelques secondes, toute la salle était debout, les applaudissements retentissant comme un rugissement de soutien, d'empathie, de délivrance. Ce n'était pas pour la PDG. C'était pour la mère. Gregory Pike resta figé dans l'allée, son visage un masque d'horreur. Son exécution publique s'était retournée contre lui. 2 gardes de sécurité apparurent discrètement à ses côtés et l'escortèrent hors de l'auditorium sans un mot. À travers le flou de ses propres larmes, Daniel regarda Miranda debout au pupitre, laissant les applaudissements la submerger. Lorsqu'ils s'apaisèrent enfin, elle fit une dernière annonce. À effet immédiat, Ellison Financial crée une nouvelle fondation caritative, la fondation Maya's Voice, dédiée à fournir des services thérapeutiques gratuits aux enfants ayant vécu un traumatisme. Ses yeux trouvèrent ceux de Daniel à nouveau, une promesse claire et inébranlable dans son regard. Et j'ai déjà trouvé la personne idéale pour la diriger. Plus tard, après que le chaos se fut calmé, elle le retrouva dans le hall désormais vide. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le sol de marbre. « Alors », dit-elle, un petit sourire fatigué sur le visage. « Directeur de la fondation, le poste est à vous. »« Miranda », dit-il, la voix lourde d'émotion. « Après tout ce que vous avez dit, je... »« Vous n'avez rien à dire », interrompit-elle doucement. Elle s'approcha, comblant les derniers centimètres entre eux. « Vous avez guéri ma fille, Daniel. Mais je pense que peut-être vous vous êtes aussi un peu guéri vous-même. »« Vous m'avez guéri, » murmura-t-il, réalisant que c'était vrai. Sa foi en lui avait été la seule chose qu'il ne pouvait se donner lui-même. Elle tendit la main et toucha doucement son visage, son pouce essuyant une larme qu'il n'avait pas réalisé être là. « La blague est sur eux, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Ils ont essayé de piéger le concierge avec la PDG. »« Et qu'est-il arrivé ?» demanda-t-il, le cœur battant. Son sourire était lumineux. « Le concierge a sauvé la PDG et sa fille. » Il se pencha et elle le rencontra à mi-chemin. Leur premier baiser fut doux, hésitant, une question et une réponse en un seul geste. Ce n'était pas la fin d'un drame d'entreprise. C'était le début d'une histoire d'amour bâtie non pas sur une blague cruelle, mais sur une fondation de gentillesse, de confiance et de foi inébranlable. 1 an plus tard, la fondation Maya's Voice ne ressemblait pas à un bureau d'entreprise, et encore moins à une clinique stérile. La réception était peinte dans des tons chauds, de jaune ensoleillé et de bleu doux. Un énorme pouf en forme de monstre amical trônait dans un coin,
et les murs étaient recouverts non pas d'art corporate, mais des dessins vibrants, désordonnés et joyeux d'enfants. Dans une pièce calme baignée de lumière, Daniel Porter était assis sur un petit tabouret, dos à la porte. En face de lui, un petit garçon aux yeux grands et craintifs était assis par terre, les bras autour de ses genoux. Le garçon n'avait pas parlé depuis qu'il avait été témoin d'un accident de voiture traumatique 2 mois plus tôt. Daniel ne parla pas non plus. Il prit simplement un morceau d'argile bleue douce et commença à le rouler dans ses mains. Il le transforma en une longue forme de serpent, puis l'aplatit. Il le roula en boule, puis y fit un trou. Pendant 10 minutes, le seul son dans la pièce était le léger bruit de l'argile. Enfin, le petit garçon pointa l'argile du doigt. C'était le premier geste qu'il faisait de toute la séance. Daniel le regarda et sourit, puis détacha un morceau d'argile et le lui tendit. Le garçon hésita un instant, puis sa petite main s'élança et le prit. C'était un début. Daniel n'était plus seulement un guérisseur. Il était un semeur de graines, soignant patiemment les jardins fragiles et silencieux des esprits d'enfants. Il avait retrouvé son but, non pas dans la carrière célébrée qu'il avait perdue, mais dans le travail discret et anonyme de réparer ce qui était brisé. Un enfant à la fois, il quittait la fondation à 17h précise. L'ancien Daniel aurait travaillé jusqu'à l'épuisement, mais le nouveau Daniel avait une réunion bien plus importante à honorer. Il ne conduisit pas jusqu'à son ancien appartement exigu, mais vers une maison confortable, dans une banlieue calme bordée d'arbres, une maison avec un jardin et un portique à balançoire. Il entra au son de rire. Il suivit le bruit jusqu'au salon, où il trouva Miranda par terre, les cheveux défaits, les manches retroussées, construisant un château de Lego élaboré avec Laïa et Maya. « Le dragon attaque !» cria Maya en riant, faisant voler une création rouge en Lego dans les airs. « Princesse Laïa, tu dois nous sauver !»« N'ayez crainte !» annonça Laïa avec emphase. « Mon chevalier magique protégera le château. » Elle attrapa une figurine Lego bancale et la brandit. Miranda leva les yeux vers Daniel, son visage rayonnant d'un bonheur détendu et facile qu'il voyait désormais tous les jours. Elle était toujours la PDG brillante et puissante de 9h à 17h. Mais ici, elle était juste une maman. Elle avait appris à construire des pare-feux, non seulement pour les données de son entreprise, mais pour le temps de sa famille. Elle avait découvert que son bien le plus précieux n'était pas son portefeuille d'actions, mais un samedi matin sans rendez-vous programmé. « Ton chevalier magique est arrivé », dit Daniel, se penchant pour l'embrasser. « Papa !» crièrent Laïa et Maya à l'unisson, abandonnant le château pour enrouler leurs bras autour de ses jambes. Il les souleva toutes les deux, une dans chaque bras, s'émerveillant du poids simple et parfait de sa vie. Il avait une maison, il avait un but, il avait une famille. Les fantômes de son passé étaient enfin apaisés. Quelques semaines plus tard, par un après-midi d'automne doux, ils se marièrent. Pas de grande salle de bal, pas de presse, pas de liste d'invités de 100 noms. Leur mariage eut lieu dans le jardin de leur nouvelle maison, sous les branches étendues d'un vieux chêne. Les seuls invités étaient leurs filles. Laïa, demoiselle d'honneur, tenait un petit bouquet de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies elle-même. Maya, porteuse des alliances, serrait un petit coussin de satin avec 2 anneaux simples posés dessus. Elle n'avait pas cessé de parler depuis l'année passée, sa voix un flot constant et pétillant de joie, qui était la bande-son quotidienne de leur vie. Daniel se tenait face à Miranda, ses mains tenant les siennes. Elle portait une robe crème simple et élégante, ses cheveux ornés d'une unique rose blanche. « Je t'ai dit un jour, » commença-t-il, la voix lourde d'émotion, « que je n'étais pas un guérisseur. J'avais tort. Tu m'as guéri, Miranda. Tu m'as vu quand j'étais invisible, et tu m'as rappelé qui j'étais destiné à être. Je t'aime. » Les yeux de Miranda brillaient de larmes. Et moi, je pensais autrefois que la force, c'était d'être intouchable, de n'avoir besoin de personne, dit-elle, sa voix un doux murmure. Tu m'as appris que la vraie force, c'est d'être assez vulnérable pour laisser quelqu'un entrer. Toi et ta fille êtes entrés dans ma vie lors de la plus cruelle des nuits et en avez fait le plus beau des cadeaux. Je t'aime, Daniel Porter. Lorsqu'ils s'embrassèrent, les filles poussèrent des cris de joie, jetant des pétales de fleurs sauvages dans l'air. Plus tard ce soir-là, tous les 4 étaient assis sur une couverture dans le jardin, regardant les premières étoiles apparaître. Laïa et Maya étaient nichées entre eux, ensommeillées et satisfaites. « Tu sais, » murmura Miranda, posant sa tête sur l'épaule de Daniel, « c'est drôle. Gregory Pike a essayé d'orchestrer la nuit la plus humiliante de nos vies. » Daniel sourit, regardant le ciel vaste et paisible. Il pensa au restaurant froid, au rire moqueur, au poids écrasant de la honte.
Tout cela semblait être une histoire arrivée à quelqu'un d'autre, dans une autre vie. « Et qu'est-il arrivé » demanda-t-il. Les mots, un refrain familier et heureux. Elle entrelaça ses doigts avec les siens, sa main chaude et stable. Il m'a présenté à mon mari, et voilà la fin de cette histoire. Mais vous savez, la conversation ne doit pas s'arrêter ici. Dites-nous ci-dessous de quelle partie du monde vous nous lisez aujourd'hui, et peut-être un mot qui décrit ce que cette histoire vous a fait ressentir. C'est incroyable de penser que nous créons ensemble une sorte de carte des émotions. Ce que nous essayons de faire ici, c'est construire un foyer pour des histoires qui comptent vraiment. Des histoires sur se relever, sur le pardon et sur cette force discrète. Si vous voulez nous aider à le construire, un abonnement et un simple like vont très loin. Cela dit au monde que ces histoires sont désirées et aident à les faire voyager dans des endroits que nous ne pourrions jamais atteindre seuls. Je suis tellement reconnaissant que vous ayez choisi de passer votre temps ici, et jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans une autre histoire, essayez d'être la gentillesse que vous voulez voir dans le monde.